bonjour Ruth, bonjour Nathan et bonjour Dido. Voilà, je vous remercie déjà de nous permettre de vous rencontrer et de pouvoir vous interviewer. Voilà, ça fait 2 jours que vous êtes à Bruxelles, je pense, hein, depuis vendredi minuit. On est dimanche. Voilà, je voulais d'abord que vous vous présentiez avant de peut-être vous poser des questions sur tout le périple que vous avez fait d'Ukraine jusqu'à Bruxelles. Euh, Ruth, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs? Ok, moi je m'appelle Ruth Chimbi, je suis étudiante en dernière année médecine et je viens de l'Ukraine, mais bon, là où se passe la guerre maintenant, et je suis là maintenant à Bruxelles. Nathan, c'est ça? Est-ce que tu peux te présenter un peu? Bonjour, je m'appelle Nathan Makombo-Skakoumou, je suis étudiant en économie en première année et je viens d'Ukraine et voilà, Depuis 2 jours. depuis 2 jours. Ok. Et donc évidemment, on présente Dido Lakama, qui est le coordinateur de la, enfin en tout cas un des coordinateurs de la coordination congolaise et coordinateur de Change, grâce à qui vous avez pu faire tout ce voyage. Alors allons-y directement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé à partir de la ville de Soumy où vous étiez bloqué et où on a vu des zooms sur Internet, etc. Je vais commencer peut-être par toi, Ruth. Est-ce que tu peux nous expliquer, à partir du moment où vous lancez votre cri d'alerte, votre cri de secours pour être secouru, puisqu'il y a des bombardements, comment ça se passe? Ok, premièrement, il y a eu bombardement le 24 février 2022 et ce jour-là, on voulait déjà quitter la ville, mais c'était impossible. Et toutes les personnes qui voulaient quitter, on leur retournait parce qu'il n'y avait pas de route. Donc tout était bloqué. Les trains ne fonctionnaient plus et même la route était, je ne sais pas, détruite. Mais bon, c'est ce qu'on a entendu. Donc c'était quasi impossible de quitter et on était bloqué. Donc c'est tout ce que je peux dire d'abord pour l'instant. On était bloqué, on ne savait pas comment quitter et il fallait chercher le secours. Vous avez fait un zoom avec la Belgique, avec la coordination congolaise, là où vous lanciez un appel à l'aide. D'ailleurs, Nathan aussi, enfin, vous étiez plusieurs étudiants réunis, on vous a vu à l'image. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Comment vous avez pu commencer à partir de Soumy? Ok, on a cherché une ouverture comme les autres. Il y avait déjà des Ghanéens et les Nigériens qui quittaient et ils avaient des chauffeurs privés et nous, on n'en avait pas. Donc c'était difficile d'en trouver. Et on lançait toujours des appels par-ci par-là, mais euh, je comprenais les autres parce que c'était difficile de quitter. Donc il n'y avait pas moyen d'envoyer les bus de l'extérieur. Donc il fallait toujours chercher un moyen à l'intérieur. Et c'était vraiment compliqué. Mais après ça, gloire à Dieu, on a eu à quitter et aussi grâce au gouvernement congolais. Ah, parce qu'il y a, pendant toute votre exfiltration, je dirais, il y avait la question qui se posait de que font les autorités congolaises exactement, surtout qu'il n'y a pas d'ambassade congolaise ou de consulat congolais en Ukraine. Ok, on a contacté l'ambassade, on a contacté l'ambassade du Congo en Pologne. En Pologne. Oui. Et aussi, on a contacté le gouvernement. J'étais en contact avec le Premier ministre et le vice-premier ministre. Donc, on cherchait des solutions ensemble. J'avais compris parce que c'était dur et ça traînait, bien sûr, mais je suis sûre qu'ils ne croisaient pas les bras parce qu'on travaillait ensemble. Et par après, ils nous ont aidés aussi à quitter. C'était le seul choix qu'on pouvait faire parce que après ça, on savait plus. On savait plus parce que la condition de vie aussi à Soumy deviendrait un peu plus difficile. Il y avait coupure d'eau et à un moment il y avait aussi coupure d'électricité. Donc c'était les conditions de vie étaient devenues un peu invivables. Du coup, on s'est vu dans l'obligation de quitter le jour même. Alors, justement, c'est important pour que les gens comprennent bien ce que vous avez vécu. Quand tu dis des conditions de vie invivables, c'est vous vous cachiez dans les sous-sols quand il y avait des bombardements, vous pouviez pratiquement pas sortir. Comment ça se passait? Déjà, bon, nous, la situation n'était pas plus grave qu'à Kiev, mais on entendait les bombardements. On voyait même certains immeubles en face, un peu plus loin, en face du nôtre, sortir de fumée. Et on partait ici à l'alerte, on descend au sous-sol. Si on entend des bruits, des sirènes, on descend dans le sous-sol. Voilà.
Donc c'était tout le temps des va-et-vient entre, j'imagine, au-dessus, enfin, au rez-de-chaussée, et chaque fois les sous-sols, quoi. D'accord. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça devenait un peu plus fatigant. À un moment même, on devenait un peu plus courageux. On se disait, bah, Dieu est avec nous, on dort sûr, il n'y aura rien. Et donc, c'était un peu plus fatigant de monter, de descendre. Et à un moment même, les autres dormaient dans le sous-sol. Certes, c'était pas vraiment facile, mais on était dans l'éducation pour notre survie. Ruth, est-ce que tu peux aussi nous expliquer un peu, enfin, toi, ta perception de ces conditions, justement, avant de quitter Soumy, donc quand il y avait les bombardements, quand l'armée russe avançait? Ok. Dès le premier jour, Soumy a été attaqué directement. Les jours qu'il y a eu bombardement à Kiev, il y a eu bombardement aussi à Soumy. Et ça se passait juste derrière mon appartement. Et c'était très traumatisant parce que j'étais seule. Et ce jour-là, je me rappelle, j'étais seule dans la maison. Et je n'arrivais plus à mettre mes pieds au sol parce que c'était trop. Je me disais, peut-être qu'ils peuvent bombarder aussi euh, l'appartement. Et j'ai demandé à mon bailleur s'il y avait un moyen de descendre. Elle a dit, sorry, ma bailleresse, elle a dit non, elle ne sait pas. Donc, j'ai passé nuit là-bas et il fallait rejoindre les autres. Parce que comme j'étais seule, ça me traumatisait un peu plus. Donc, il fallait descendre et il fallait rejoindre les autres au foyer. Et quand je suis arrivée au foyer, mais bon, pour eux, c'était normal, ils étaient normaux. Et des fois, ils n'entendaient même pas des bombardements parce que c'est le foyer, tout le monde parle. Oui. Justement, comment se comportaient les Ukrainiens avec vous à partir du moment où la guerre, enfin, où l'invasion russe a commencé? Est-ce que vous avez senti un peu plus de solidarité de la part de vos voisins ukrainiens ou pas spécialement, ou tout le monde avait peur? Comment ça se passait? Ok, au foyer, il y avait beaucoup plus des étrangers, mais il y avait des Ukrainiens qui amenaient la nourriture aussi aux autres. Mais si tu as envie d'aller prendre, tu peux descendre aussi prendre. Donc, je trouve comme s'ils étaient devenus un peu beaucoup plus solidaires. Moi, si je me rappelle d'un jour où on était en quête de transport, on cherchait le transport, et j'ai croisé un résident d'Ukraine. Il m'a dit que les Ukrainiens de Soumy savaient que si les étrangers, les étudiants étrangers arrivent à évacuer, leur ville sera lourdement bombardée. Du coup, à un moment, quand on cherchait à se renseigner auprès des Ukrainiens, à chercher un transport, ils nous donnaient des faux espoirs en disant que voilà, si vous sortez, on va vous tirer dessus, c'est impossible, vous risquez vos vies et c'est mieux de rester. Comment la coordination congolaise a réussi à leur faire parvenir de l'argent? Ben, nous, d'abord, quand on a appris qu'il y avait un groupe de jeunes Congolais qui était bloqué à Suni, donc c'était une zone un peu plus risquée que les autres, puisque c'était vraiment à l'est et aux frontières de la Russie, on a cherché à rentrer en contact avec eux. On a réussi à avoir le numéro de téléphone de Nathan, qui après nous a mis en contact avec Ruth, qui était chargé justement de coordonner. Ils étaient un peu organisés malgré la situation de crise. Et puis nous, on s'est dit automatiquement qu'ils auraient justement besoin de moyens logistiques et financiers. Et on a fait des demandes de fonds, de dons, et je remercie d'ailleurs tous les gens qui ont participé à ça. On a contacté le groupe pour leur demander qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Et ils nous ont dit franchement que la seule chose que vous avez besoin, c'est d'abord de sortir de là et pas forcément de récolter des habits, quoi que ce soit. La priorité, c'était vraiment de sortir et de rester en vie. C'était vraiment une situation dramatique, puisqu'ils m'avaient expliqué que la veille, ils avaient reçu des bombes et tout ça, que juste à côté de chez eux, il y a eu des explosions. Donc ça nous a quand même aussi boosté et poussé à vite réagir. Donc du coup, on a réussi avec des contacts que moi j'ai à envoyer des gens jusque là-bas en Ukraine pour essayer un peu de les aider dans la logistique et dans la recherche des véhicules, etc. etc. On a fait des virements, mais on savait aussi qu'il y avait parallèlement le soutien du gouvernement. Mais par rapport à ça, justement, pour rester un peu crédible. Je ne m'occupe pas de ce que le gouvernement a donné, ça c'est entre eux et le gouvernement. Mais nous, c'est le soutien que nous on a apporté. Voilà. On leur demandait à chaque moment qu'est-ce qu'ils avaient besoin, s'ils avaient besoin de nourriture, de quoi tenir justement. Parce qu'à un moment donné, il manquait même à boire.
Et ça, c'était une situation pour nous inimaginable ici en Belgique, de savoir qu'il y avait des gens qui étaient dans des caves ou bien à un moment donné au 5e étage, bloqués et sans boisson, sans nourriture. C'était vraiment notre première inquiétude. Donc du coup, on a dépêché des gens qui sont allés jusque là-bas et qui les ont aidés justement et qui les ont accompagnés pour plus les sécuriser, puisqu'à un moment donné, il faut aussi se dire que c'était un terrain de guerre et que voilà. On voit aussi des images qui nous faisaient très très peur, où il y avait des agressions sur des afrodescendants ou bien sur des étrangers en général, pas que les afrodescendants. Et quand on les appelait, eux, ils témoignaient de ça. Ce qui était bien, c'est qu'on avait une information qui venait directement du terrain. Et on est tout le temps, je crois que tous les jours, j'essaie de les appeler, les rassurer. Mais en même temps, je ne voulais pas leur donner de faux espoirs, mais je voulais aussi qu'ils me donnent le maximum d'informations pour qu'on puisse être le plus efficace possible. Vous arrivez à 12 à rentrer dans une voiture ou plusieurs voitures, je ne sais pas, vous allez m'expliquer, à Soumy. Comment ça se passe quand vous prenez la route? Parce que ce qu'on a entendu, nous, c'est que les routes pouvaient être bloquées par des chars russes, par l'armée, etc. Comment s'est passée, je dirais, la mobilité sur les routes à partir du moment où vous quittez la ville de Soumy? Ok, pour nous, on a pris plusieurs voitures. Donc, pour nous, dans la voiture où j'étais, on n'a pas rencontré les Russes, mais on a rencontré l'armée ukrainienne qui nous avait juste demandé les documents et la route était libre carrément. Mais par contre, les autres ont rencontré quelque chose d'autre. Par exemple, comme Nathan, oui. C'est-à-dire, Nathan, qu'est-ce que tu as rencontré? Déjà, nous, notre chauffeur, il avait emprunté une autre route. Et dans notre route, apparemment, il y avait quatre voitures. Et en route, on a aperçu au loin une chaîne, une longue troupe d'armée russe. Et heureusement, les routes étaient perpendiculaires. Parce que moi, personnellement, je croyais que c'était la même route. Du coup, j'ai un peu paniqué. J'étais sur le point de dire au chauffeur de faire demi-tour. Mais malheureusement, je ne connaissais pas l'ukrainien, donc tant mieux. Et le chauffeur lui-même, quand je l'ai vu en panique, je me suis dit, là, c'est la mort, là, on a risqué, voilà. Et heureusement, un autre chauffeur m'a expliqué par des signes, parce que je ne comprenais pas la langue, bien sûr. Il m'a expliqué par des signes que la route était perpendiculaire et eux, ils allaient vers la droite. Nous, on devait continuer tout droit et on devait attendre que cette longue troupe puisse passer. Et à ce moment-là, donc quand vous avez réussi à passer enfin, vous êtes sur la route, vous arrivez à quelle destination? Enfin, vous vous retrouvez tous les deux, puisque vous êtes dans des voitures séparées, vous vous retrouvez tous les deux à quelle destination? On s'est retrouvés à Poltava, dans la ville juste voisine. Poltava. Poltava, dans la ville voisine. Et par là, il fallait prendre les trains. Et dans le train, il faut d'abord faire passer les hommes et les enfants, leurs parents, les femmes, les vieillards et puis maintenant les hommes. Donc il fallait appliquer des stratégies pour que tout le monde parte. Mais malheureusement... Excuse-moi de t'interrompre. Ici, en Belgique, beaucoup de gens ont vu que quand il s'agissait de prendre un train en Ukraine, on l'interdisait aux Noirs. Est-ce que vous avez été victime de ça ou pas? Pas nous, mais les autres, oui. Donc je ne peux pas dire que non, ça n'existe pas. Voilà. Vous avez pu monter dans le train, mais vous savez qu'il y a eu ce genre d'interdiction raciste. Oui, je sais, mais pas avec nous. Donc pour nous, c'était genre, il faut suivre jusque les enfants entrent et tout et tout. Mais par là, les hommes sont entrés avant nous, donc c'était... Attends, donc ce que tu m'expliques, c'est que quand même, il y a... Bon, normalement, il y a une règle, des priorités, les femmes et les enfants d'abord, et puis les femmes après, et puis finalement les hommes. Et en fin de compte, c'était pas toujours respecté. Oui, parce qu'il y avait tellement de monde, il fallait monter, donc il fallait quand même se précipiter pour y entrer. Et par là, c'est comme ça que les hommes étaient partis avant nous. Et j'étais restée avec une fille. Okay. Donc tu es rentré dans un train dans la ville voisine. Pour quelle destination? Pour Lviv. Et toi, Nathan? Nous, on était descendus à Ternopil. On ne s'était pas entendu sur ce point-là et nous, on est descendus à Ternopil. Et donc tu n'as pas pris de train? Si, on a pris le train. Ça faisait des pauses dans chaque gare. On s'est même arrivé à Kiev même. Et nous, on est descendus à Lviv. Et à Ternopil, pardon. À Ternopil. Ouais. Okay. Et vous vous retrouvez dans où ça? Parce que toi, tu es dans une autre ville et lui, il est à Ternopil. C'est ça? Oui, et par là, nous, on a pris encore un autre moyen de transport pour le rejoindre à Ternopil.
On a l'impression que c'est vraiment très très difficile pour les afrodescendants et qu'il y a plus de racisme dans les pays de l'Est. On a eu cette information sur le fait qu'à la frontière polonaise, beaucoup d'afrodescendants ghanéens, sénégalais, ivoiriens, etc. ne pouvaient pas passer, étaient obligés de dormir là-bas. Ils dormaient 2-3 jours dans des températures moins 10, moins 15. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, pendant tout votre voyage jusqu'à Ternopil, et qu'est-ce que vous en pensez? Ok, pendant notre voyage à Ternopil, en tout cas, on n'a rien vu dans la route parce qu'on était dans le train d'abord. Et arrivé à Ternopil, il fallait prendre des bus pour la Pologne, à la frontière justement. Et en fait, quand nous sommes arrivés à la frontière, il n'y avait plus des gens. Donc c'était juste une petite file. Et par là, on pouvait entrer facilement. Donc on faisait entrer tout le monde. Mais par contre, les autres ont vécu quelque chose de plus dur que ça. Les autres, tu veux dire les autres étudiants? Oui, les autres étudiants, pas notre groupe, mais les gens qui sont passés avant, parce qu'il y avait tellement de monde. Yeah. Ok, on est avec vous, hein, on va rester avec vous pour l'instant. Donc, Ruth, il n'y avait pas, on va dire, de comportement ou même de propos racistes de la part des gardes frontières polonais? En tout cas, j'ai pas vu ça. Et aussi, peut-être, c'est parce qu'on n'était pas nombreux, peut-être. Mais nous, personnellement, on n'a pas vécu ça. Tu dis, vous n'étiez pas nombreux, mais vous êtes partis à 12, et là, vous êtes plus que 6. C'est ça, cette frontière polonaise? On était à 7. Yeah, on était à 7. Oui. Et que sont devenus les autres? Les autres étudiants qui étaient avec vous. Tout le monde se pose la question de savoir. Nous, on a entendu que vous étiez à 12 en danger, et puis, bon, vous arrivez ici à Bruxelles à 6. Donc, que sont devenus les autres? Est-ce qu'ils vont bien? Oui, ils vont bien et ils sont avec Monsieur Serge Nyangui en Roumanie. Donc, yeah, ils vont bien. Et nous, 6 aussi, et un autre qui est en Pologne. Ils vont tous bien, oui. Et pourquoi ils n'ont pas décidé de vous accompagner pour venir à Bruxelles? Je peux dire, chacun a sa décision, chacun a sa destination. Donc, ils ont décidé ainsi et ils sont partis comme ça. Ils vous ont pas expliqué pourquoi ils ont décidé ça? C'est une raison d'études aussi, parce que la plupart d'entre eux sont, je crois, en 3e, 4e. Ils cherchent une université où ils peuvent transférer directement. Donc je crois que c'est la raison. Ils avaient l'impression qu'en Belgique, ils ne pourraient pas poursuivre leurs études à la même année, dans les mêmes conditions. Oui, c'est un peu ça. Donc pour eux, ça sera difficile de transférer directement dans la classe où ils sont. Et peut-être on va leur dire de retourner peut-être en première année. Donc il fallait chercher un autre moyen. Nathan, aussi sur la question du racisme, il y a beaucoup de gens ici à Bruxelles, et surtout afrodescendants d'origine africaine, qui pensent que c'est très très dur de vivre là-bas, même en temps de guerre évidemment, mais même en dehors, à cause du racisme. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, d'après les témoignages de certains compatriotes congolais ou bien certains frères africains. Mais moi, personnellement, vu que j'ai fait que 3 semaines en Ukraine, donc j'étais nouveau, j'ai pas vraiment vécu du racisme, j'ai vraiment pas vécu du racisme. Je me rappelle seulement un jour aussi, on était au centre-ville, je m'étais levé, il y avait un monsieur qui passait, j'étais sur son chemin, il m'a un peu poussé, et puis il a dit un mot en ukrainien, un peu agressivement, mais je sais pas si ça voulait dire quoi, si il me traitait, je sais pas, de singe, un truc, un animal, je sais pas. Mais bon, moi, je savais que c'était une insulte parce que c'était avec agressivité, avec méchanceté. Est-ce que vous avez eu peur justement qu'à partir du moment où ils étaient quand même éloignés de Soumy, mais à la frontière polonaise, qu'à la frontière polonaise, ils soient bloqués, comme on a entendu que des Africains avaient été bloqués? Oui, nous de l'extérieur et avec les images qu'on voyait dans les réseaux sociaux et à la télévision, on avait vraiment peur, on s'inquiétait pour ça. C'est un peu pour ça que justement j'avais dépêché des gens jusque là-bas, justement pour assurer leur sécurité. Et il y a eu aussi le débat à partir du moment où ils avaient décidé de nous faire confiance et de partir. Parce que pour nous, en fait, quand j'étais en contact avec elle, je lui demandais vraiment d'abord de quitter le territoire et de ne pas rester dans un pays en guerre. Le pire pour moi, ça aurait été que physiquement, il leur arrive quelque chose. Donc, et je me rappelle qu'ils avaient quand même la question de traverser la frontière, c'était un problème parce que on se demandait si ils devaient prendre le train pour justement sortir et ne pas passer justement par cette frontière physique.
et où ils avaient très peur en fait de passer par la frontière de la route, un pour les barrages et deux justement par rapport au fait qu'il aurait pu y avoir plusieurs personnes et aussi le fait qu'ils auraient pu abandonner les voitures comme beaucoup ont fait et de marcher longtemps voilà, avec tout ce froid et tout ce danger. Mais l'ange à Dieu, quand ils sont arrivés à la frontière, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'était assez fluide et qu'effectivement, ils m'ont expliqué que c'était assez sécurisé, qu'il n'y avait pas eu de problème et puis que voilà. Le mieux pour eux, c'était vraiment de passer de côté en Pologne. Et une fois qu'ils sont passés en Pologne et qu'ils m'ont dit, on est en Pologne, ils sont été boire une soupe et là, la tension a diminué. Ils étaient sains et saufs en Europe, quoi. Sains et saufs et voilà. On savait déjà que pour nous, le plus gros avait été fait dans le sens où on les avait sortis d'un pays en guerre. Tout à l'heure, on en discutait. Vous avez dû payer les chauffeurs pour fuir la ville de Soumy qui a été bombardée. Vous avez dû payer combien? Pour quitter Soumy, vu qu'on n'avait plus le choix, le temps pressé, on a accepté toute somme. Comme le chauffeur qui nous a fait évacuer, de Soumy, il nous a proposé $900 chacun. Et 900 $ par personne. Et vous étiez combien à ce moment-là? on était à 5. À 5, du coup, on s'est vu dans l'obligation de payer parce que notre vie en dépendait. Vous voudriez donc être traité comme les détenteurs d'un passeport ukrainien et donc pouvoir avoir accès au même droit, à la même protection. Ah oui, exactement. Parce qu'il y a des gens qui ont appelé à, je crois, ULB et d'autres universités. Ils disent que non, vous n'avez pas le même droit et c'est d'abord les Ukrainiens. Quand tu dis il y a des gens qui ont contacté les universités, donc c'est, j'imagine, d'ici, pour vous, pour essayer déjà que vous puissiez continuer vos études, des gens d'ici ont contacté les universités ou c'est vous-même qui l'avez fait? Non, les gens qui ont quitté aussi l'Ukraine avant nous. Parce qu'on était en contact avec eux. Et quand ils ont demandé à l'université, mais bon, ils m'ont parlé de ULB. Et ULB a répondu que non, c'est d'abord les Ukrainiens. Et donc, on n'avait pas le même droit, vu que nous ne sommes pas Ukrainiens d'origine. Donc si je résume bien, un autre réfugié congolais venant d'Ukraine a interpellé l'ULB pour savoir si vous pourriez, en tant que Congolais, fuyant l'Ukraine, poursuivre vos études à l'ULB, et ils leur ont dit non. Ah oui, exactement. Ils ont dit non. C'est pour les Ukrainiens d'abord. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais c'est injuste, parce qu'on vient aussi de l'Ukraine. On a vécu aussi la guerre comme les Ukrainiens. Je lance un appel au gouvernement belge, si au moins il pourrait faire ces efforts concernant nos études. Nous, les Congolais, déjà nous, les Congolais, comme je l'ai dit, on a beaucoup de points communs. On a le même programme scolaire et universitaire. Du coup, l'adaptation sera facile. Et voilà, ça serait mieux qu'on nous accepte aussi. Sur cette question de poursuivre leurs études pour ces réfugiés congolais d'Ukraine, voilà, quelles sont les démarches de la coordination congolaise et puis qu'est-ce que tu penses aussi de cette injustice? Bah, écoute, moi, personnellement, je trouve ça vraiment, je le perçois en tout cas comme une réelle injustice. Vous savez que je fais partie du groupe des experts de la décolonisation de l'espace public. On travaille aussi avec la commission du Parlement qui traite justement ce passé colonial. Donc, dans tout ce contexte du travaux qu'on vient de finir, il y a quelques temps, il n'y a même pas 2 semaines, on était au Parlement fédéral. Et lundi prochain, je suis encore au Parlement fédéral aussi pour les mêmes thématiques, excusez-moi, au Parlement régional. Et j'arrive pas à comprendre que dans le contexte de décolonisation où justement on veut rapprocher les peuples, on veut justement tourner la page et progresser justement et faire des efforts, se rattraper par rapport aux erreurs du passé, on est en plein dedans en fait. Et en fait je suis un peu choqué, je suis un peu traumatisé et j'ai comme l'impression que on a fait un pas en avant avec tous ces travaux de commission et là on vient de faire 20 ou 100 pas en arrière justement en déclarant publiquement que on traite de manière différente à des personnes qui quittent tous un pays en guerre. Par contre, comme je fais partie d'une coordination congolaise et on travaille avec toutes les associations africaines et des alliés politiques, on va mettre toute notre puissance et nos relations justement en espérant de sensibiliser toutes les institutions qui travaillent justement contre les discriminations, contre le racisme. C'est ce qu'on essaie de faire depuis quelques jours. Mais aussi, et j'en suis sûr que parmi les politiques
belges, il y a des gens qui sont sensibles et qui laisseront pas une injustice se faire dans un pays qui lutte contre le racisme. Donc ça fait partie de la décolonisation que les réfugiés congolais d'Ukraine puissent suivre leurs études comme les autres. Ça fait partie de la décolonisation que les réfugiés étrangers qui sont tous issus d'un pays en guerre et eux, ils n'ont rien fait pour que cette guerre arrive, puissent être traités tous de manière équitable. Félix Tshisekedi, le président de la RDC, est à Bruxelles. Je pense que vous deviez le rencontrer, vous l'avez peut-être rencontré. En tout cas, qu'est-ce que vous attendez dans votre situation maintenant ici à Bruxelles de réfugiés, des autorités congolaises et même, pourquoi pas, du président Tshisekedi? Je sais qu'il y a une très bonne relation entre le Congo et la Belgique. Donc, il a déjà intervenu une fois dans le cas de l'étudiant junior et de l'histoire qui s'était passée à l'aéroport. Et je sais qu'il peut aussi le faire pour nous. Nous sommes ses enfants, les Congolais. Donc nous aimerions qu'ils puissent aussi nous aider à parler avec comme ils ont une bonne relation, parler aussi pour le peuple congolais, qu'on puisse aussi poursuivre nos études ici. Par rapport à cette aide que Félix Tshisekedi pourrait apporter à ces étudiants congolais pour qu'ils poursuivent leurs études en Belgique, qu'est-ce que tu en penses, Dido? Dans quelques temps, il va y avoir un ravage économique. Donc les relations des peuples ne doivent pas se baser que sur l'économie, sur les finances, mais aussi sur les relations humaines. Et voilà, là on a un cas bien précis où la Belgique et l'Europe peuvent démontrer qu'ils ont aussi d'autres intérêts que l'exploitation des recherches ou de l'argent. Voilà. C'est l'occasion de montrer aussi que les relations des peuples n'est pas basée que sur le financement ou sur le business. Un dernier mot, Ruth? Ok, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous sont venues en aide. Premièrement, je remercie l'association Change HSBL qui est présidée par le président Dido. Merci beaucoup. Et aussi, je remercie les personnes qui nous ont appelés, qui nous ont aidés émotionnellement, spirituellement. Et aussi, je remercie aussi le gouvernement congolais et aussi, ainsi que nos parents, et toutes personnes aussi. Merci. Merci. Nathan? Donc, je crois ma collègue Ruth, elle a tout dit, mais je compte aussi ajouter des remerciements envers nos familles, nos amis et tout le monde entier qui priait pour l'Ukraine précisément et qui prie aussi pour nous aussi, les Congolais bloqués en Ukraine et d'autres Africains et d'autres étudiants étrangers. Du coup, je remercie tout le monde et que Dieu soit avec nous et bonne chance pour la suite. Merci. Bonne chance pour la suite de votre combat à Bruxelles.